Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on teste encore une fois un nouveau modèle de voiture électrique, la Mazda MX-30. C'est une voiture un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire dans le sens où oui, c'est un crossover SUV compact. On est à peu près sur la taille d'un Kia Niro ici, mais on a une petite batterie puisque c'est une petite batterie de 35,5 kWh. Donc on va faire nos tests habituels. Là je suis sur le bord de mer, je vais à Fréjus en partant de Cannes, je reviens par l'autoroute, ça va nous donner une conduite mixte. Après on va aller dans une seconde vidéo en montagne pour finir par le test sur autoroute. 35,5 kWh c'est pas terrible, mais c'est quelque chose d'assumé de la part de Mazda. Pour eux, ils considèrent même qu'ils sont peut-être en avance même sur le marché de la voiture électrique. Ça permet, un, de baisser le coût de la voiture et deux, de baisser son empreinte carbone. Je ne sais pas trop, sachant que les voitures électriques, qu'elles aient une grosse ou une petite batterie, ont de toute façon une empreinte écologique qui est largement inférieure à une voiture thermique. Donc là aussi, c'est peut-être un aveu à demi de faiblesse de la part de Mazda. Cette voiture est normée en WLTP à 200 km, on verra, mais peut-être que dans la réalité, ça sera plus aux alentours de 180. Chez Mazda, on dit aussi que le fait d'avoir une plus petite batterie, ça permet d'avoir une voiture plus légère. Eh bien, on a une batterie quasiment 2 fois plus grosse sur le Kia Niro. Et pour autant, on n'a que 90 kg d'écart entre les deux voitures. Cette voiture est vraiment, à mon sens, très lourde. Je ne sais pas où part le poids et je ne sais pas où part la place. Cette voiture hors bonus, hors remise, est à 33 800 € et elle monte jusqu'à 37 800 € pour la version la plus haut de gamme. Ici, je suis dans une version assez haut de gamme puisqu'on est dans la version First Edition. Si ces tests vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner d'ores et déjà à la chaîne, faire retentir la cloche, comme ça vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Je roule aux alentours de 50-70 km/h selon la limitation de vitesse et on a une consommation qui est de 15,6. On a 107 kW, 143 chevaux. Le 0 à 100, il est abattu normalement en 9 secondes. On peut avoir pour des voitures qui coûtent 5 000 € de plus, une voiture qui sera la voiture principale du foyer et qui permettra d'avoir des autonomies sur autoroute aux alentours de 250-300 km. C'est vrai que si on se base sur la conso moyenne d'un Français, on fait à peu près 30 km par jour. Donc avoir une voiture qui en fait 200, c'est largement suffisant. Pour ça, on ne peut pas leur donner tort. Si on a envie que la voiture électrique supplante la voiture thermique, il faut qu'elle soit meilleure dans tous les points et donc il faut en tout cas qu'elle ait une autonomie décente. Pour l'instant, sur cette voiture-là, pour une première voiture chez Mazda en électrique, on n'y est pas encore. On a 5 crans de régénération. Je suis en drive, on va dire plus. Là, il faut vraiment que j'appuie fort pour pouvoir me freiner. Alors que si je me mets maintenant en drive moins, là, je lâche l'accélérateur, hop, et je freine vraiment bien. Ça va permettre de combiner, si vous voulez, un mode B, même un mode B+, et un mode éco. C'est une belle innovation. De mémoire, j'ai pas vu ça dans d'autres voitures électriques. Et franchement, c'est vraiment très agréable à conduire. Je suis pas fan de la conduite aux palettes. C'est comme d'avoir une boîte manuelle. Il faudrait tout le temps être en train de jouer avec. J'hésite entre le D- et le moins. Pour l'instant, j'ai pas encore assez conduit pour me faire ma propre opinion. C'est assez intéressant comme façon de faire. Et là, j'accélère. Vous entendez le bruit ? On a une espèce de faux moteur essence. J'ai doublé le vélo. Voilà. Ça donne une sensation d'effet sport. On a une visibilité qui est correcte, mais sans plus, avec un tableau de bord qui est assez rehaussé. Bon, moi, pour compenser ça, j'ai monté quasiment au maximum mon siège. Elle fait très standard, elle fait même très thermique cette voiture, dans le sens où là, on a les aiguilles analogiques vraiment à l'ancienne. J'arrive à la borne Vegas. On a parcouru pile 45 km, 80% dans la batterie, il nous reste 175 km possible et on a une consommation qui est de 14,1. On va pouvoir faire 230 km dans ces eaux-là en roulant de façon normale en ville. À vous de me dire ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous faire un petit tour extérieur et intérieur de ce véhicule qui, pour moi, est quand même assez bien réussi sur pas mal de points, même si vous allez voir, il y a des choses que je suis un petit peu moins fan. Dans le gabarit, on est quasiment à ce que l'on a avec un Kia Niro, puisqu'il fait 4,40 m de long, 1,80 m de large et 1,80
57 de haut. Moi, je trouve qu'on a un design assez réussi à l'avant. Ça fait sportif, ça fait assez agressif. La calandre ici, niveau aérodynamisme, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Donc d'avoir une caméra vraiment devant, c'est assez pratique. Là, on a un radar. Rien qui dit que c'est une voiture électrique, mis à part ici. Alors, malheureusement, c'est juste un scotch. À l'arrière, pareil, rond et agressif. E-Sky Active. Alors, le coffre, on a 341 litres ou 366 litres. Tout dépend si on a le caisson de basse Bose ou pas. Pas de sous-coffre. Donc ça doit être le caisson de base Bose. Ok. Remarquez, il n'y a pas de poignée de porte pour les passagers arrière parce que ce sont des portes antagonistes. Alors ça, c'est pas un truc qui, moi, me fait rêver. Je sais pas pourquoi certains constructeurs font ça. On a envie que les voitures électriques soient hyper faciles, hyper pratiques. Pour moi, c'est pas top. Donc, ok, ça va. Je vais fermer ma porte. On gagne énormément de place là avec le toit vitré. Là, forcément, on se sent un peu serré dedans. Bon, ça passe. Ce dont je suis pas fan, c'est l'ouverture ici. On a une toute petite meurtrière, forcément, parce que là, il y a le renfort. Il n'y a pas de montant, mais il faut que ça soit tout dans la porte. On a une petite vitre ici et une toute petite meurtrière là. Et bah, du coup, on peut même pas ouvrir. Ça, pour moi qui aime les voitures ouvertes, lumineuses, spacieuses, avec une grande visibilité, là, c'est vrai que je m'y retrouve pas du tout. Heureusement quand même, là, j'ai un programmateur pour mes sièges, donc voilà. Donc ça, c'est bien, les gens rentrent et on remet tout en place. Et donc voilà, on a une toute petite fenêtre ici, alors que de l'extérieur, on a l'impression que c'est nettement plus grand. Et on pourrait même penser que ça descend, alors qu'en fait, pas du tout. Elle est bien pensée pour faire du thermique, cette voiture, parce que là, ici, on a, et oui, ça trahit la bête. On a un tunnel central, moyennement haut, mais plutôt large, on va dire, comme des poches de rangement. Là, on n'en a pas. Un bel accoudoir central avec des matériaux vraiment très agréables. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est gris chiné, très joli, ce gris chiné et ce cuir. Alors, c'est un cuir qui est recyclé, végétal, enfin bref, c'est quelque chose qui se veut assez naturel. Donc voilà, l'arrière, pour moi, c'est On va passer à l'avant et là, vous allez voir, c'est nettement mieux. Ok, c'est vraiment à l'avant que là, la voiture devient très agréable, très confortable. On a tout d'abord ici du son Bose. J'aime bien cette matière ici, là. Là, des belles surpiqûres, cuir moussé. Ici, dans les portes, c'est du liège. On le retrouve dans la console centrale ici et dans l'espace ici de rangement. Vous voyez, on a quand même pas mal de place pour mettre des affaires, même si pour accéder, c'est toujours un petit peu compliqué comme on a sur le Kona. C'est matelassé. Donc les finitions, non, c'est vraiment très bien. Là, on a quelque chose de plus moderne. Là, on a vraiment le classique. Et ici, on a, on va dire, un peu entre les deux. La console centrale est haute. Et du coup, ils ont été obligés de creuser ici pour pouvoir mettre cet écran qui se veut plus en large qu'en hauteur. Sinon, il gênerait la visibilité. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'ils auraient pu descendre ça et avoir un écran dans un format un petit peu mieux, je ne sais pas trop. On a un troisième écran ici qui permet d'accéder très rapidement à toutes les fonctionnalités du chauffage, 3 positions pour les sièges chauffants, le volant chauffant, la ventilation si je mets sur auto, une petite animation qui permet de voir où est-ce qu'on veut envoyer l'air. Et c'est vrai que c'est pratique parce qu'on n'a pas à aller soit chercher ici avec la molette dans les programmes de l'écran, ou on n'a pas à aller taper loin sur l'écran. Neutre, drive et parking, on renvoie vers la gauche. C'est beau, c'est qualitatif, mais c'est vraiment un héritage purement thermique. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette voiture. Là, j'ai l'historique sur les 60 derniers kilomètres. J'ai 80%, 174, programme de charge éteint, toutes les commandes classiques pour le téléphone, pour le son, changer de musique, etc. Et ici, tout ce qui est cruise control, régulateur de vitesse. Ça, c'est cool. Si on ferme, du coup, ça ferme ici. Et on a une boîte à gants. Niveau prise, on n'est pas trop gâté. En plus, pour y accéder, c'est pas fou, puisque c'est dans le tunnel central qui est ici. C'est des USB normaux. On a une prise standard, 150 watts, une prise 12 volts. Quelque chose de bien, c'est qu'on a ici un bouton View qui permet de voir les caméras. Ici, la caméra avant. Et on a aussi une vision 360 degrés, caméra latérale, c'est assez pratique pour pouvoir se garer par exemple. Ok, c'est une voiture électrique, donc il faut quand même parler de la recharge. Sur cette voiture, on va pouvoir charger en AC à 32 ampères, donc 6 kW 6,
La trappe est côté passager. Alors on a une trappe pouf, monstrueusement grande, type 2 et CCS. On peut charger à 50 kW. La borne Proviridis, on prend celui-là. Je branche, il est bien placé, il est à la bonne hauteur. Là c'est juste pour être sûr que ça fonctionne bien. Ok, on est parti. 79% de batterie. 38 kW à 80%. Suspense pour savoir ce que ça va donner sur la courbe de recharge complète. Ça sera pour la prochaine vidéo. Donc j'arrête la charge et c'est bon. Là maintenant on va tester sur l'autoroute. Ok, voilà, je suis à 110, 120 et 130. Pas de souci. Là on sent encore plus ce bruit là de faux moteur thermique. D'accord. Bon, c'est pas trop dérangeant. Donc là j'arrive au péage de Fréjus. Je mets la régénération maximum d'un coup là. Et ça me freine. Ça me freine plutôt bien. Ok, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? 0 à 100. Vous aimez ça et moi aussi. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ça vous met pas un coup de pied au derrière. L'accélération est bien linéaire. Je suis à 80. Je suis à 90. Je suis à 100. C'est punchy et agréable. Ok, il y a une courbe là. Non. Ça corrige pas du tout le volant, ça. Ok, ouais, il m'empêche de sortir de la voie quand même. Ok, ouais, c'est un maintien dans la voie en fait. Et wow, là je suis sorti de la voie sans problème. Ok, bon, c'est pas du niveau 2, il va quand même avoir la version adaptative, mais sans quoi, gardez bien les mains sur le volant avec cette voiture. Il me reste 59% de batterie, c'est-à-dire que sur les 35 à peu près kilomètres qu'on a fait là sur l'autoroute, j'ai consommé 22% de la batterie. Ce qui veut dire que le test de demain où on va faire 100% de l'autoroute risque d'être assez chaud tempête. Si vous voulez ne pas le manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche. J'ai une moyenne qui s'élève donc à 17 kWh au 100, 121 km à parcourir. On en a fait 81. Au terme de ce test, on voit qu'il y a une cohérence par rapport à ce que annonce le constructeur. Elle est très agréable à conduire, notamment cette histoire de régénération et de conduire avec une seule pédale. Alors, dommage que l'on ne puisse pas aller jusqu'à l'arrêt complet avec cette voiture, mais bon, ça c'est encore un petit détail. On est sur la même taille qu'un Kia e-Niro, mais on a beaucoup moins de place à l'arrière, on va avoir moins de place dans le coffre. Cette porte ouverture antagoniste, moi c'est vraiment pas mon truc, je trouve que c'est pas pratique du tout. On a l'autonomie et la recharge qui aussi sont vraiment très légères. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'on va pas avoir un très gros volume de vente sur cette voiture? J'attends vos commentaires juste ici en dessous et puis nous on se retrouve très bientôt pour la suite de ces tests avec cette Mazda MX-30. Ciao tout le monde.